le démarrage de l'enregistrement? Oui, Oui. Et ben, comme je vous le disais, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire donc sur notre dispositif. Je vais vous partager quand même ma petite présentation en incluant le son. Donc sur notre dispositif de repérage, de remobilisation et d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi. Alors, dans lequel nous allons vous présenter donc aujourd'hui trois créations donc, qui ont été réalisées dans 3 territoires. Donc, dans un premier temps, en tant que chargée de mission à la Fédération nationale des UROF, donc pilote national du dispositif des tours créatifs, je ferai une présentation donc, globale du dispositif pour donc vous sachiez un peu de quoi il s'agit. Puis ensuite, Susanna Gorochkikova, bénéficiaire d'AMS Grand Sud, et Anne-Sophie Cabria, responsable pédagogique, nous présenteront le podcast qu'ils ont pu réaliser dans le cadre de leur parcours. Et ensuite, petit changement de programme, ce sera Déborah Jordi qui nous parlera des activités et des ateliers mis en œuvre pour rendre acteurs de leur parcours les bénéficiaires. Et on terminera par la présentation des partenariats avec les agences d'intérim qu'a pu monter l'AREP à La Réunion. Donc, pour commencer, je vous présente notre dispositif. Ah oui, pardon, je voulais vous dire que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat, mais vous n'êtes pas très nombreux, donc n'hésitez pas. À la fin, vous pourrez allumer vos caméras, vos micros, si vous voulez poser vos questions directement ou partager votre expérience également sur des dispositifs de ce type. Donc, je redémarre sur la présentation du dispositif, donc qui est un projet PIC 100% inclusion, donc financé par le ministère du Travail et opéré par la Banque des Territoires. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, la Fédération nationale des UROF est le pilote national sur ce dispositif qui a été mis en œuvre sur 9 territoires par 10 membres de consortium, donc organismes de formation, que vous voyez à l'écran. Alors, ce dispositif est un dispositif dans lequel plusieurs briques peuvent être activables à tout moment en fonction des besoins et de l'évolution des bénéficiaires dans le parcours. Mais il y a un fil rouge dans tous les cas qui est le projet collectif, qui peut être un projet environnemental, culturel, sportif, c'est le fameux détour du dispositif. Donc c'est selon les souhaits des bénéficiaires, le thème est du coup posé comme ça. Donc ça, c'est le fil rouge, c'est le projet collectif. Après, c'est un accompagnement global dans lequel on a des temps individuels et des temps collectifs. Donc global parce que donc il y a des levées de frein périphériques tout en construisant le projet professionnel. Vous avez aussi des temps d'identification et de valorisation des compétences avec notamment les évaluations sur le référentiel RECTEC, donc qui est un référentiel de compétences transverses. Et aussi donc avec l'attribution des open badges que nous avons créés à partir de ce référentiel. Et vous avez également des formations qui vont être qualifiantes et ou certifiantes ou non, donc comme les remises à niveau, Cléa, Pix, CACES, etc. Et des missions en entreprise qui, pareil, prennent différentes formes, comme donc des CDD, des missions en intérim, intérim d'insertion, etc. PMSMP, bien entendu. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du dispositif. Je vous propose maintenant de passer à notre première création avec Susanna. Je lance la petite présentation donc sur le podcast, euh, le podcast des bénéficiaires d'AMS Grand Sud. Alors, vous me dites, normalement, j'ai partagé le son, mais s'il y a un problème, vous me dites. Et Susanna, je suis vos directives quand il faut passer les slides. C'est bon pour vous? oui, c'est bon. Merci Susanna. J'avance? Bonjour. Donc, Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Susanna et aujourd'hui, je vous présentais notre projet qui s'appelle Rencontre culturelle.
Ah oui. Je vous présente notre groupe. Notre groupe est 14 étudiants venus de différents pays et parlent 6 langues différentes. Ce qui nous unit, c'est même volonté d'apprendre langue française et la culture française. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Et voici notre bande annonce. Vous entendez? C'est un groupe incroyable. Il y a autant de nationalités que de personnes. Vraiment toi qui vas commencer, tu vois? Oui, pour ça. Hola. L'important, c'est qu'il y ait le sourire. Les sourires, ils s'entendent à la radio. Ok, ok. Il n'y a aucun doute. Ça, c'est vrai. Et voici, j'ai deux projets. Comment nous réaliser ces projets? Première chose, on a mission créer un sujet qui nous touche tous et qui est très important pour nous et on a envie de partager avec les autres. Et c'est très simplement, ça arrive culture. Nous avons décidé de découvrir et partager notre culture. Et après, nous avons choisi quelle manière on peut partager. Première, nous avons choisi faire un court-métrage, mais ça ne nous convient pas. On est intimide de parler en face caméra. Et nous avons choisi faire podcast, parler à radio. C'est plus facile pour nous, bien d'exprimer nos émotions et partage notre culture. Et c'est arrive créer un podcast. Et s'il vous plaît. Oui. Euh, nos partenaires. Pour réaliser ces projets, nous avons besoin de nos bons partenaires et grâce au soutien AMS Grand Sud et Radio Mon Pays, nous avons réalisé ces projets. Préparation de projet. D'abord, nous avons choisi le thème chaque podcast. Et après, nous avons créé l'équipe. Chaque équipe, il va être un ou deux intervieweurs et témoins. On commence à écrire les questions, réponses. Et après, chaque podcast a duré 15 et 20 minutes. On doit préparer notre parole pour être 20 et 15 minutes. Et après, travail en ce groupe, écrire recherche dans le groupe, on commençait à faire recherche, trouver informations très importantes qu'on veut partager, écrire pour oral et travailler dans le groupe. Et vous pouvez passer, merci. Et après ce travail, nous avons créé 5 podcasts qui s'appellent Rencontres culturelles.
Notre premier podcast, ça a été littérature salvadorienne et arménienne. Vous pouvez passer. Merci. Deuxième podcast, c'est la cuisine marocaine et soudanaise. Merci. Podcast troisième, c'est l'architecture arménienne. Quatrième podcast, c'est historique, c'est indépendance de Soudan. Et le podcast 5, c'est le sport national de Afghanistan, le bouskashi. Et le bilan, pendant cette période, on a créé ces podcasts, rencontres culturelles. Ça nous aidé beaucoup pour on trouve nos confiances, être plus à l'aise, d'exprimer nos idées, partager notre histoire. Et après, on a appris, créer un projet, réaliser fait toutes les étapes et à la fin, on a réussi. Et ça arrive concrétisation de plusieurs mois de préparation sur des tours créatifs. Et Et merci de votre attention. Merci pour cette opportunité pour partager notre culture, faire ce podcast, car ça nous était très important et très intéressant. Euh, Et merci beaucoup. Merci Susanna. Merci. Merci vous aussi. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que je donne la parole maintenant à Anne-Sophie et Hélène qui ont suivi ce projet. Donc, quels sont pour vous les apports pédagogiques que vous avez pu constater dans ce projet collectif donc, qui consistait à créer un podcast? Merci Tiffaine. Donc, je réponds sous couvert de contrôle d'Hélène Enoch, qui est la formatrice aussi qui est avec les stagiaires. Clairement, elle en a parlé sous Sana, donc il y a leur a permis déjà de travailler la communication en français clairement parce qu'on était sur un projet oral d'élocution à la radio, donc il a fallu en effet sentir qu'on est à l'aise et qu'on est compréhensible par tout le monde. Donc il y a eu un gros travail de phonétique, il y a eu un travail avec un professeur de théâtre aussi sur comment je prononce, comment j'articule, comment je projette le son, etc. Donc voilà, on a bien vu que ça a un impact fort en FLE, en apprentissage du français. Susanna aussi, elle a parlé de développer sa confiance en soi et l'image de soi. Alors même si, comme elle le disait, ils sont pas partis sur un projet vidéo parce que la vidéo avait un côté justement plus impactant sur l'image de soi, etc., qui était peut-être plus dur à faire. Mais la radio, en même temps, c'est soi, enfin, c'est se livrer complètement et on l'entend bien dans les voix que on est notre voix, on vit à travers notre voix. Donc il fallait pour eux assumer sa voix, mais aussi parler de ses origines et de sa culture. Et puis il y en a plusieurs, je crois, qui ont réussi comme le podcast est en ligne sur le site de la radio, ils ont pu diffuser aussi le podcast à leurs proches dans d'autres pays. Enfin, en fait, assumer tout ça et montrer un petit peu ce qu'ils deviennent. Donc, on a senti que ça a contribué un peu à développer sa confiance en soi, sa présence en France et assumer un petit peu tout ça. Et après, moi, j'ajouterais deux gros pavés, c'est que ça leur a permis d'être, elle en a parlé aussi, Susanna, d'être acteurs de leur parcours, dans le sens vraiment approche projet. Donc, aujourd'hui, au présent, dans ce projet-là, mais aussi pour demain. Enfin, clairement, on sent que ça a mis en place des mécanismes de gestion de projet, de son projet à soi, un peu en mode, oui, il faut le faire avancer, il faut s'organiser, il faut prendre des décisions, même si c'est des fois des petites décisions, en fait, elles peuvent générer des grosses dynamiques. Donc, on a bien senti que ça crée une bonne dynamique pour chaque individu, mais aussi une dynamique d'apprentissage du groupe ensemble, plus d'engagement des stagiaires, je pense que les formatrices pourraient le dire, à partir du moment où vraiment le projet a été perceptible et lancé, un tout petit peu concret, ça a créé une vraie émulation, un engagement plus fort, une collaboration forte.
Et puis ensuite, sur l'autre grand point que je dirais, c'est développer sa propre capacité à collaborer. Alors collaborer, ça fait partie des compétences transversales dont tu parlais, Tiffany, tout à l'heure. Ce genre de projet permet en effet de développer beaucoup de compétences transversales comme s'organiser, communiquer, les codes sociaux, se déplacer parce qu'il a fallu aller à la radio, il a fallu aller... Enfin voilà, enfin, tout d'un coup, bah, c'est la vie qui demande de se mettre en mouvement, etc. Et en termes de collaboration, j'ai trouvé ça intéressant, moi, qu'il y ait une collaboration externe avec Radio Mon Pays, donc il y a une radio toulousaine, et le fait qu'ils nous suivent sur ce projet a permis de forcer encore plus la collaboration, pas juste avec l'équipe technique d'AMS, mais aussi avec complètement un autre partenaire qui nous a mis dans des qui les a mis dans des conditions à la fois pro et très partenariales, quoi. Vraiment, voilà, on vous prête, ah, mais vous êtes qui? Enfin, il y avait un vrai échange intéressant. Donc, avec des conditions studio, avec de la diffusion, avec des interlocuteurs professionnels, et ça, c'est clair que ça a un impact, je pense, sur la crédibilité du projet aux yeux même des stagiaires. Ensuite, il y a eu beaucoup de collaboration au sein du groupe. Elle en a parlé, Susanna, sur définir le projet, choix. On a fait des binômes, non, finalement des trinômes, des accords. De moi, je vais faire l'intervieweur, moi, je vais faire ça, du dialogue. Enfin, voilà, ce travail, ces rendez-vous. Et je pense que c'est déjà pas mal. Je sais pas, Tu as tout dit. J'ai tout dit. Merci. Donc, très positif, soyons clairs. Eh ben, merci, mesdames. Puis vous me faites une bonne transition au final, puisque vous parlez de les rendre acteurs de leur parcours. Donc, puisque la création numéro 2, je rebondis tout de suite là-dessus avec Déborah, donc des yeux conseils à 3, qui va nous parler justement des ateliers mis en œuvre pour rendre les bénéficiaires acteurs de leur parcours. Et elle va bien sûr parler du projet collectif, comme vous venez de le faire. Mais d'abord, Déborah, comment tu as procédé pour les rendre acteurs? Est-ce qu'il y a des étapes un peu à passer pour que ça vienne progressivement, ou comment tu as procédé? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs étapes. Déjà, la première, dans un premier temps, ça nécessite, dans un premier temps, il faut qu'ils apprennent à se connaître. Déjà, c'est la première chose pour créer un petit peu, comme on appelle, une cohésion de groupe. C'est indispensable. Alors, pour cela, on a commencé donc à faire des ateliers dans ce sens. Le tout premier, je me souviens, c'était l'organisation d'un repas multiculturel. Ensuite, il est important d'instaurer une relation, je pense, de confiance entre nous, accompagnants, et la cohorte et les bénéficiaires. Mais aussi, c'est important de créer aussi une confiance dans le groupe, c'est-à-dire entre le groupe et l'accompagnant, mais également entre les bénéficiaires entre eux. Voilà, ça c'est aussi quelque chose de très, très, très important. Il y a aussi le fait que toutes ces relations, cette confiance, elle vient également en se mobilisant, d'accord, pour lever, si vous voulez, les freins, d'accord, et pour activer les leviers du dispositif. À savoir, par exemple, l'accompagnement individuel qui joue un rôle très important. En rendez-vous individuel, on a une relation qui s'installe avec le bénéficiaire qui est indispensable pour le mettre à l'aise déjà face à nous, mais aussi pour qu'il se sente à l'aise dans le groupe, dans la cohorte, puisque au départ, ils ne se connaissent pas. Ensuite, comment je pourrais dire, le fait on parlait là du projet collectif. Le projet collectif, il est aussi très important parce qu'il sort du cadre. On n'est plus dans un accompagnement professionnel. Ils peuvent, selon les projets créatifs qu'il y a eu, les projets collectifs qu'il y a eu de fait, c'était soit développer la créativité, soit laisser parler leurs émotions. Enfin voilà. Donc, c'est vraiment lors de tout ce projet collectif qui est à monter, qu'il y a une confiance qui s'installe vraiment entre eux. Mais également l'estime de soi qui est important. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est-à-dire, il y a aussi la levée de freins qui est important au fur et à mesure des ateliers. On commence à enregistrer les freins de nos bénéficiaires et de lever ces freins leur donne énormément de confiance en eux, mais aussi, une autonomie s'installe peu à peu, petit à petit.
Et bien sûr, toutes les briques du dispositif qui vous ont été présentées juste avant par Tiffaine permet vraiment comment dire, permettent petit à petit, d'accord, de rendre acteurs les bénéficiaires dans le dispositif. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été… Si, pour conclure, on disait cohésion, confiance en soi, estime de soi, et pour atteindre l'autonomie. Oui, tout à fait. Super, Disons merci. que les maîtres mots pour rendre acteur un bénéficiaire dans son accompagnement, c'est ça, c'est la cohésion de groupe qui est le premier, la confiance en soi et l'estime de soi, comme voilà, je vous ai dit tout à l'heure. Mais ces trois choses permettent l'accès à l'autonomie du bénéficiaire. Et la mise en action dont parlait Anne-Sophie juste avant, oui, de les mettre en action. Mais là, c'est vrai que tout est un peu… La mise en action peut leur permettre d'atteindre l'estime de soi. Enfin, c'est des paliers, en fait. Hein. C'est des paliers qui amènent vers une autonomie et surtout vers une estime de soi et puis un épanouissement général, hein, que ce soit professionnel ou personnel. Et je vous en parle juste après. Et donc, le levier aussi motivationnel du projet collectif, notamment, dont on vient de parler. Alors, en quoi les bénéficiaires, ils ont été réellement acteurs de leur parcours? Quelles ont été les actions qu'ils ont menées? Alors, c'est notamment lors du repas multiculturel qu'ils ont décidé d'organiser, en fait, eux-mêmes un atelier une fois dans le mois. Le repas, si vous voulez, cet atelier de repas multiculturel, ça permettait de créer une cohésion de groupe, d'apprendre à se connaître. Et c'est eux qui l'avaient organisé, entre eux, voilà, qui ont organisé un peu le déroulement de la journée. Et ils ont apprécié et ils ont proposé d'eux-mêmes, en fait, d'organiser un atelier dans le mois. Dans le cadre du dispositif, les bénéficiaires sont aussi amenés à s'auto-évaluer sur au minimum 8 compétences transversales, comme vous a expliqué Tiffaine juste après, avec donc l'outil RecTech. Ça permet en fait, ce qui les a amenés surtout à verbaliser les situations dans lesquelles les compétences ont été mises en œuvre. Donc déjà, il a fallu chercher un petit peu dans leur mémoire, mais aussi savoir s'exprimer, savoir verbaliser une situation, chose qui n'est pas facile quand on manque de confiance en soi ou qu'on manque d'estime de soi. C'est pas facile de verbaliser une situation. Et d'avoir donc une réflexion sur le… Tout à fait, oui. Cet exercice leur permet d'avoir une réflexion sur leurs actions, sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils ont réalisé et surtout sur ce qui les rend autonomes au quotidien, que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans leur vie personnelle. C'est ça qui est bien avec les compétences RecTech. Nous avons également pu, rencontrer les bénéficiaires de l'accord d'Arras. Alors ça a été vraiment un déclencheur pour ma cohorte. Par exemple, donc déjà, on a organisé donc ce voyage, on est allé découvrir l'accord d'Arras. On a eu la chance de partir donc en séjour 2 jours. Donc une nuit à l'hôtel pour la plupart. Ils n'avaient jamais soit sorti du département, ni passé une nuit à l'hôtel avec, j'ai envie de dire, des camarades, avec des bénéficiaires. Ça a vraiment créé une relation et au-delà d'une cohésion de groupe, il y a eu de l'amitié qui s'est créée entre les uns et les autres. Ce qui a facilité énormément le travail, soit sur le projet collectif, soit sur les ateliers en fait de tous les jours. Mais aussi, lors de ce séjour à Arras, on a beaucoup échangé sur le comité des bénéficiaires. Alors, le comité des bénéficiaires, je vais vous en parler. Comme son nom l'indique, ce sont des réunions entre bénéficiaires des différentes régions. Et ça se passe une fois dans le mois. On va donc tous s'inviter et on va donc faire une visio tous ensemble. Et ça permet donc d'échanger, de se connaître. Et l'avantage, c'est que ça a permis de se rencontrer, de voir qui est qui avant même le concours national, avant qu'ils se rencontrent donc pour le concours. L'avantage de ces comités, au départ, ils échangeaient sur des thématiques, mais il y avait quelqu'un qui, entre guillemets, drivait le comité des bénéficiaires. Puis après, c'est venu naturellement. Quelqu'un a proposé d'organiser un brise-glace
Et en fait, après, chaque cohorte a organisé un brise-glace pour chaque début de comité des bénéficiaires. Et ça, vraiment, moi, je parle en mon groupe, mais je pense qu'aussi je parle au nom des autres cohortes des tours créatifs. Ça les a vraiment aidés à pouvoir s'exprimer et encore une fois, verbaliser devant caméra, hein, entre guillemets, devant un ordinateur, devant des outils numériques qui n'ont pas forcément l'habitude pour certains. Donc voilà, donc pour finir, j'ai envie de dire que ça permettait aussi aux bénéficiaires de pouvoir échanger sur leurs projets professionnels. Ça pouvait également faire un échange de pratiques entre eux parce que des fois, entre départements et entre régions, les difficultés et les facilités ne sont pas les mêmes. Donc, ça permettait vraiment aux bénéficiaires de pouvoir échanger. Et puis, le choix aussi du thème collectif, au-delà du comité des bénéficiaires, le fait de choisir le thème de leur atelier collectif, de leur projet collectif, a vraiment permis de s'investir et leur a permis, de s'impliquer au mieux. Voilà, si je peux… Alors, sur les comités des bénéficiaires, je peux rajouter que, enfin, même en dehors des comités des bénéficiaires, c'est vrai qu'il y a sur d'autres cohortes, hein, d'autres régions, on a vu des bénéficiaires animer même des ateliers auprès de leurs collègues, et ils ont pu même le faire au sein des comités des bénéficiaires. On avait fait une animation qui avait été animée par une bénéficiaire de Bourg-en-Bresse sur le photolangage. Donc voilà, c'est de les impliquer le plus possible dans toutes les activités qui peuvent être faites sur le parcours, les faire organiser, oui, des sorties, des ateliers, etc. Et donc de devenir un facilitateur agile, on va dire, en tant accompagnante, donc les accompagner dans l'organisation de toutes ces choses-là, en s'adaptant, le côté agilité, hein, en s'adaptant à tout moment à leur évolution, à leurs problématiques qui peuvent changer tout au long du parcours. On peut avoir des problèmes de mobilité qui vont être levés, mais ça va être un problème de logement par la suite. Donc, c'est en ça qu'on parle d'agilité, et facilitateur, tout simplement pour les guider, comme on vient de le dire, la dans leur communication au sein de autonomie. la Ouais. cohorte ou même dans une amélioration continue tout au long de leur parcours. Tout à fait. Mm. Alors, quels sont les impacts que ça a eu, que tu as pu constater sur les bénéficiaires? Alors, les impacts sont simples, hein. Il y a clairement une augmentation de la confiance en soi. Ils se sentent prêts à aboutir dans leur démarche professionnelle, mais aussi dans leur démarche personnelle. On va remarquer aussi une autonomie qui se révèle lors des créneaux démarchage entreprise, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est les créneaux démarchage entreprise? C'est, si vous voulez faire une étude sur les entreprises qui recrutent ou non, qui sont en lien avec leur projet en fait professionnel. On va se déplacer avec donc le CV, une candidature classique, un CV, lettre de motivation, mais aussi avec une petite annexe au CV qui reprend en fait toutes les compétences qu'ils ont pu obtenir avec donc l'outil RecTech. On a remis un petit peu sur une feuille avec voilà les différents ateliers auxquels ils ont participé lors de leur accompagnement des tours créatifs, et on va se déplacer, on va aller vers les employeurs avec cette candidature. Ils vont se présenter, ils vont présenter leur parcours professionnel, ils vont présenter leur projet professionnel, leur expérience, leurs compétences, et vraiment le fait de les rendre acteurs, le principal impact qu'il y a eu pour moi, c'est vraiment cette autonomie et cette confiance qui s'est créée lors des créneaux démarchage entreprise. Ces créneaux démarchage sont des temps de rencontre avec des professionnels, donc c'est toujours intimidant pour un bénéficiaire. Ils ne savent pas trop comment parler, puis souvent on a affaire à des recruteurs ou à des employeurs, donc ça met une pression supplémentaire. Et le fait d'avoir travaillé sur tout ça, ça leur a vraiment permis, au fur et à mesure des mois, j'ai vu comment ils étaient à l'aise, puisqu'on n'en a pas fait qu'un créneau démarchage, hein. On en faisait un dans le mois, donc en moyenne, ils en ont eu 10 selon
voilà, les bénéficiaires. Donc, le premier était on était très réservé, très timide. C'était plus moi qui devais un petit peu faire le lien avec ce qu'ils avaient envie de dire. Et puis, voilà, plus on avançait dans le temps, plus on voyait vraiment une amélioration sur leur estime de soi, sur la confiance en soi, sur le fait de se présenter seul, sans chercher mon regard, sans chercher mon appui. Donc, ça, c'était vraiment top. Donc ensuite, je voulais également préciser que j'ai remarqué une confiance en soi et cette autonomie, non pas que dans le milieu professionnel, mais également dans leur démarche personnelle, par exemple dans la recherche d'un logement, par exemple dans les démarches administratives qui étaient parfois compliquées pour certains ou certaines et qui se sont vus en fait faire leur démarche administrative tout seuls, sans demander, par exemple, à leur assistante sociale pour certains, sans venir me demander, c'est-à-dire confirmation, est-ce que j'ai bien rempli, est-ce que c'est bon, voilà. Et ça, je pense que c'est l'impact aussi le plus important que j'ai remarqué, c'est que il y a eu cette autonomie aussi bien dans le milieu professionnel que dans le milieu personnel. Voilà. Je pense avoir fait le tour des impacts qu'il y a eu non seulement. Oui, les impacts. Je voudrais aussi préciser que ce n'est pas que ce que la cohorte de Troyes, voilà, du Grand Est a pu faire. Je parle au nom de toutes les cohortes, de tout ce que j'ai vu, de tous les échanges qu'il y a eu entre les bénéficiaires, que ce soit au comité ou au concours, de ce que j'ai entendu, de ce que les bénéficiaires disent voilà, dans leur région par rapport aux ateliers. C'est vraiment un ressenti global aussi que je fais, pas que pour ma cohorte. Oui, je pense qu'on et l'a parce tous que comme on vient de le dire, au final, il y a le dispositif en lui-même propose plusieurs leviers pour pouvoir rendre acteurs les bénéficiaires. Mais voilà, On a parlé, puisque c'était une des questions, du référentiel RECTEC qui, dans sa méthode d'évaluation, il y a une autre partie auto-évaluation où, comme l'a dit Déborah, il faut verbaliser, il faut avoir du coup une réflexion sur quelle compétence a été développée dans telle situation. Et pouvoir l'exprimer. Le projet collectif, comme l'a dit Anne-Sophie, permet aussi de les mettre en action et donc de développer forcément l'autonomie et tout ça, mais bien entendu, comme on a dit, on ne sait pas par où ça commence, par où ça termine, enfin, quel est l'œuf ou la poule, quel est le premier? Tout ça amène forcément une meilleure confiance en eux et une estime d'eux-mêmes qui augmente, quoi. Mais OK. encore une fois, ce n'est pas que ce que les accompagnants ou accompagnantes ont mis en œuvre, c'est aussi toutes les briques du dispositif, comment est fait le dispositif qui amène à ce résultat. Encore une fois, ce n'est pas que notre travail en tant qu'accompagnant ou accompagnante, ce n'est pas que le travail des bénéficiaires, hein, parce qu'ils travaillent autant que nous, c'est vraiment toutes les briques qui ont été mises à disposition dans ce dispositif des tours créatifs qui ont vraiment joué un rôle important et qui a impacté les bénéficiaires dans ce sens. Bah, merci beaucoup, Déborah. Là, on va passer du coup à la partie les partenariats avec les agences d'intérim. Mais avant de commencer et de donner la parole à Ghislaine Ivars et Fabienne Somnica de l'AREP sur l'île de la Réunion, je voulais vous préciser que nous avions comme public spécifique au départ sur notre dispositif les oubliés de l'intérim, avec un objectif particulier qui était de transformer ou d'aider à l'évolution des méthodes de recrutement des agences d'intérim, notamment via le référentiel RECTEC. Donc ça faisait partie aussi du dispositif initialement que de développer des partenariats donc avec des agences d'intérim. Mais maintenant, et c'est pas pour rien que c'est vous qui intervenez, mesdames, puisque vous avez quand même un beau réseau et une belle implantation territoriale sur l'île de la Réunion.
Ceci dit, vous n'aviez pas encore de partenaires agences d'intérim, alors que vous avez de beaux partenariats, je le redis encore. Alors, comment vous avez approché les agences d'intérim? Est-ce que ça nécessite d'avoir une démarche particulière? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, oui, donc oui, au départ, comme tu disais, on n'avait pas réellement, on ne travaillait pas avec les agences d'intérim au départ. Donc pour nous, ça a été, on va dire, une toute première, donc au niveau de la REP en tout cas. Et on a dû partir, on va dire, avec notre bâton pèlerin, on va dire ça comme ça. Donc approcher les agences d'intérim pour présenter, présenter le dispositif. Donc ce qui n'a pas marché. Dans un premier temps, ça n'a pas marché parce qu'on a essayé de toucher tout type d'agence d'intérim. Et je pense qu'ils ne se reconnaissaient pas dans nos démarches. Et par la suite, on est parti plus vers les agences d'intérim qui avaient une partie insertion, donc qui était dans leur dispositif à eux, donc qui prévoient de l'insertion aussi, donc qui ont un volet insertion en tout cas. Et là, ça a beaucoup plus, on va dire, se matcher avec eux. Donc, ils nous ont invités à des forums. Donc, on est parti à des forums qu'ils ont mis en place. Donc, on a pu échanger avec des conseillers. On a été invité à des réunions donc chez eux, donc ce qui nous a permis aussi de présenter le dispositif des tours créatifs, l'agri-tech, comme tu disais tout à l'heure. Donc là, ils ont vu vraiment l'impact que ça pouvait avoir au niveau de leurs bénéficiaires et ce qu'on pouvait leur apporter. Donc, comme eux, ils avaient aussi ce souci, en fin de compte, d'aller chercher les personnes qui, eux, ils disaient les invisibles. En fin de compte, ils avaient pour mission, en fin de compte, de toucher, on va dire, les invisibles, les plus éloignés de l'emploi et les amener vers l'emploi aussi, eux. Donc, comme ils avaient ce volet-là aussi, et ils font des ateliers, justement, pour préparer à l'insertion et les aider. Donc là, nous, on venait vraiment en complément pour eux. Donc, c'était vraiment... Ça nous a permis, en fin de compte, de voir aussi les attentes que l'intérim avait, qu'on ne savait pas. Donc, vraiment un travail sur le savoir-être et le comportement au niveau de l'emploi. Donc, la posture, etc. Donc, ça nous a vraiment permis de diversifier, nous, nos ateliers par la suite pour pouvoir répondre, en fin de compte, aux agences. Parce que c'est vrai que nous, en fait, on n'était pas dans cette dynamique-là, des agences d'intérim, puisqu'on n'avait pas les mêmes missions. Et puis, il y a eu un changement aussi. À partir du moment où on a fait des tours créatifs, c'est vrai qu'on s'est lancé là-dedans. Et on a vraiment fait le distinguo aussi entre les agences d'intérim classiques et les agences d'intérim d'insertion. Parce que c'est vrai qu'au départ, notre chance, c'était toutes les agences d'intérim là, sur le territoire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des freins dans la mesure où ils demandaient, par exemple, des qualifications comme avoir un CACES, avoir automatiquement une voiture, enfin être mobile. Et donc, c'était la difficulté pour nos publics à nous, parce que je rappelle quand même que nous, la REP, nous avons un public infra-4, c'est-à-dire que nous avons des gens qui sont peu qualifiés, très éloignés de l'emploi, qui sont bénéficiaires du RSA. Enfin, voilà, c'est quand même un public assez fragile. Et donc, c'est vrai que quand on s'est adressé à des agences classiques d'intérim, forcément, ça collait pas. Et puis finalement, à un premier job dating, j'ai une bénéficiaire qui avait envie de faire ce job dating, donc cette agence, et c'est là que j'ai découvert en effet qu'il y avait agence d'intérim d'insertion. Donc c'est autre chose. Elle a présenté, donc ils sont venus chez nous, ils ont présenté à nos bénéficiaires ce que c'était, et du coup, c'est vrai que ça s'est un peu plus élargi, et on a organisé, comme dit Fabienne, on a organisé des réunions chez eux, chez nous. Enfin, vraiment, voilà, ça a été une ouverture sur l'intérim, quoi. Du coup, le job dating, pardon, c'était avec une TTI ou c'était une agence d'intérim Oui, classique? c'était Ok. une TTI, c'est-à-dire qu'ils organisaient avec un partenaire, c'était un supermarché, ils organisaient un job dating parce que l'entreprise, le supermarché recherchait 10 candidats en boucherie. Donc, en Donc, fait, l'avantage, vas-y. en fait, l'avantage de ces agences d'intérim d'insertion, c'est qu'elles proposent en plus des formations. C'est-à-dire qu'elles ont, par exemple, un supermarché qui a besoin de 10 bouchers, je dis n'importe quoi, donc elles vont former pendant quelques semaines Sur les donc, ces formations personnes-là. techniques.
Voilà. Donc, Mm. nous, ce qui avait de bien, c'est qu'on avait cette partie aussi, voilà, comme dit Fabienne, les savoir-être, c'est-à-dire que on a travaillé sur la grille rectale, c'est-à-dire la communication, l'oral, les comportements, les attitudes qu'on doit avoir, comment perdurer aussi. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que pour nous, ça a été une opportunité d'élargir l'intérim là sur des tours, et ça a été quand même bénéfique parce que j'ai eu quelques stagiaires, quelques bénéficiaires qui en ont bénéficié, hein, parce que j'ai un jeune. En plus, il faut savoir que j'ai un jeune qui venait d'une agence d'intérim d'insertion, qui n'avait pas été retenu par une entreprise parce qu'il manquait ses savoir-être. Et Mm. donc, du coup, l'agent d'intérim nous l'a envoyé en disant, ben voilà, Gisèle, est-ce que tu peux prendre ce jeune-là sur des tours, comme ça au moins tu lui travailles, voilà, les savoir-être, etc. Et Ce qui je était peux vous dire l'objectif que de départ, du coup, voilà. Et des je peux vous oubliés de dire que ça a l'intérim, été oui. Mm. tout à fait. Et je peux vous dire que ça a été une réussite parce que le jeune ne comprenait pas pourquoi. Et quand je lui ai expliqué et que finalement il a travaillé justement sur ses attitudes, cette posture, etc., c'est vrai qu'après, il a retrouvé des missions d'intérim. Donc voilà, même l'agence nous a dit, ah oui, c'est plus du tout le même. Voilà. Et du coup, si on revient à la question initiale qui était comment vous les avez approchés, vous diriez au final qu'il faut leur présenter directement des profils, en fin de compte, qui Ah oui, pourraient oui, répondre oui, à leurs demandes, aux demandes de leur complètement. entreprise. Complètement. Ah oui, oui. Complètement, oui. Et je pense que ce qui est Voilà. important, Mm. ouais, et je pense que ce qui est important, c'est justement ce côté forum, job dating, tout ça, parce que moi, je peux vous dire que sur la cohorte 5, qui est du Sud aussi, hein, où justement on a participé à un job dating, je suis allée avec les bénéficiaires et c'est vrai qu'on a rencontré plein d'agences d'intérim et c'est comme ça aussi que notre partenariat il s'est développé parce que le fait d'aller avec eux, c'est ce que disait Déborah tout à l'heure, hein, le fait d'aller avec eux, ça rassure le bénéficiaire, mais ça rassure aussi les agents d'intérim notamment. Et c'est génial parce que du coup, aujourd'hui, on nous rappelle, quoi. Alors que l'intérim n'était pas dans notre association, quoi. Ça, c'est quand même un bon message à passer parce on pourrait se poser la question de se dire, est-ce que ça fait pas un peu trop, Mm. tu vois, justement pas autonome que de venir en donnant la main aux bénéficiaires, mais Ouais, tout dépend de votre positionnement, vous, à c'est côté, ça. en tant qu'accompagnant, parce que non, au final, c'est bien perçu et en effet, Déborah, sur ses démarchages entreprises, a également pu le constater, Ouais. que c'était plutôt bien perçu et que ça sécurisait, qui était quand même aussi une Mm. de nos hypothèses que de passer par ce dispositif, ça allait sécuriser les entreprises à C'est ça. prendre ce type de profil. Donc, vous confirmez ça et donc il faut pas avoir peur de le faire en se disant Non, on va avoir l'impression qu'on les materne. Ben non, ça dépend du non. positionnement aussi que vous prenez en les présentant, quoi. C'est ça. Et en plus de ça, alors c'est vrai que du coup, avec notre public, c'est vrai, on était plus sur l'agence d'intérim d'insertion, mais il ne faut pas non plus négliger les autres à partir du moment où la personne a quand même les qualifications, les CACES, parce que moi, je prends l'exemple du témoignage là, de Johan qui, au départ, voilà, a commencé avec moi sur l'intérim, et c'est vrai qu'il a galéré parce que voilà, on a fait des agences d'intérim classiques et à chaque fois, on lui disait ben oui, mais désolé, mais il faut que tu passes par le CACES, Donc, ça, etc. Il y avait même une chose aussi qui était importante, c'était l'histoire aussi des médecines, là, passer la médecine du travail, et que c'est Hum, spécifique, c'est-à-dire que quand tu veux faire de l'intérim, il faut aller dans un cabinet particulier, etc. hum, Donc ça prenait du temps. Enfin voilà, il a vraiment galéré. Mais ce qui a été bien, c'est qu'après, quand je l'ai inséré dans l'agence d'intérim d'insertion, il a pu faire des formations avec eux. Et après, cette agence d'intérim l'a envoyé sur une agence classique. Il a fait 3 ans d'intérim. Et aujourd'hui, là, il est en CDD et il va signer un CDI avec une boulangerie en chauffeur poids lourd. Voilà. Là, Donc, tu viens de c'est quand spoiler même, son témoignage. c'est ça. Mais du coup, euh, les difficultés, vous les avez dites et on s'est dit il faut aller tout droit, mais il y avait des difficultés à plusieurs niveaux. Donc la difficulté, je pense, sur les agences d'intérim, vous me direz, Oui. c'était le manque de temps.
C'est pas qu'ils voyaient pas, parce que moi, vous m'avez indiqué, il y avait 6 agents sur 10 qui vous ont réservé quand même un bon accueil Oui, et qui oui, comprenaient l'intérêt du dispositif. C'était juste un manque de temps de leur oui, côté, et eux, c'est droit au but. On a c'est besoin ça. pour tel poste, il faut trouver quelqu'un. Mais quels étaient vous il y avait aussi des freins à lever vis-à-vis de l'intérim par rapport aux bénéficiaires? Par, rap- Par rapport aux bénéficiaires, oui, puisque les bénéficiaires, eux, pour eux, c'était un monde totalement nouveau. C'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et pour eux, l'intérim, c'était, Ils avaient ben, une ils n'y mauvaise avaient pas image. droit. Ben, voilà, Mmh, ils mmh, n'y avaient pas droit, puisque de toute mmh. façon, ils n'avaient pas les qualifications, ils C'est n'avaient ça. pas la voiture, ils n'avaient pas la mobilité qu'il fallait. Donc, pour eux, c'était niet, c'était correspondait pas du tout à ce type. Ça ne faisait pas partie en tout cas de la prérogative. Mais donc là, il a fallu faire vraiment un travail. Donc, moi, Ghislaine a mis en place différents types d'ateliers pour mieux connaître l'intérim, les rencontres avec les conseillers, justement pour qu'on leur explique vraiment les enjeux de l'intérim, à quoi ça sert, que l'intérim, ce n'est pas simplement pour les personnes qui ont des voitures, mais qu'on peut avoir des missions qui sont à proximité dans la ville là où ils habitent, qu'ils peuvent partir. Il y a pas que il n'y a pas que ceux qui sont loin, quoi, on va dire ça comme ça. Donc, il a vraiment fallu lever les freins à ce niveau-là. En tout cas, pour les bénéficiaires, il a vraiment fallu lever ces freins-là. Et après, les choses se sont mises en place petit à petit, et puis voilà. Ben, c'est surtout que les agents d'intérim d'insertion disent bien hein, que par rapport à une agence classique, c'est qu'elles vont se mettre à la portée justement de ce type de public. C'est-à-dire que voilà, elles sont vraiment dans des publics RSA, chômeurs de longue durée, etc. Même des gens qui sont sortis du système, je dirais. Hein. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin de qualification particulière. En fait, ils vont prendre des gens qui ont même jamais travaillé. C'est simplement eux, ils vont se baser sur la motivation. Donc, il a fallu qu'on fasse un gros travail sur la motivation, pourquoi je veux aller travailler, etc., les objectifs. Et donc, dans la construction aussi du parcours professionnel. Et en fin de compte, tout ce travail a payé parce que lors d'un copil qu'on a fait régional, hein, c'est ça, quand on a fait un copil régional, notre partenaire a bien dit, parce que je sais que tu avais posé la question à notre partenaire où tu avais dit, est-ce que vous voyez la différence? Et elle avait dit clair, oui, on voit la différence entre un candidat et un candidat qui est préparé par des tours. Et là, tu te dis, ouais, quand même, c'est quand même important en fait, cette action, C'est tout l'objectif hein, quand même, qu'on travaille sur voilà, les soft skills avec ces personnes, les oubliés de l'intérim, c'est comme ça qu'on les définissait. ça. C'était des personnes inscrites en agence d'intérim, mais à qui soit on ne proposait pas de mission parce que pour nous, l'hypothèse, c'était qu'il y avait un problème sur les soft skills ou compétences transversales ou les savoir-être, comme vous voulez, ou on leur avait proposé, mais ils avaient abandonné. Et, enfin, voilà. Donc, l'idée, c'était de savoir est-ce qu'il y avait vraiment un impact du dispositif sur ces profils. Et là, moi, je me rappelle que oui, la réponse avait été très claire, que on voyait clairement la différence entre un candidat lambda et un candidat des tours créatifs. Donc, bon, vu l'heure, il est -10. Si jamais il y a des petites questions. Et je pense qu'on a quand même bien balayé hein, tout ce dont Oui, vous vouliez parler. C'était juste de dire que oui, sur ce partenariat, clairement, même au niveau national, enfin même sur les autres régions et au national, il n'a pas été simple. C'est des partenariats qui sont pas simples à mener. Tout le monde, globalement, les agents d'intérim voient l'intérêt, mais comme on le disait, n'ont pas forcément le temps. En revanche, parce que là, vos objectifs, c'était surtout sur l'insertion professionnelle de vos bénéficiaires qui réintègrent l'entreprise, etc. Ouais. Mais on avait, comme je vous le disais tout à l'heure, aussi l'autre objectif qui était de pouvoir un peu modifier les méthodes de recrutement des agences d'intérim. On a pu le faire, on a pu travailler avec Leader Intérim un temps là-dessus en travaillant les cadres RecTech sur des métiers spécifiques. Donc, il y a un réel intérêt. Et d'ailleurs, je vous repartage rapidement pour vous donner tant pis pour Johan, hein, mais tu en as bien parlé. Là, vous avez une autre vidéo qui a été réalisée donc avec des témoignages de justement de notre partenaire anciennement agence d'intérim et le partenaire de SIAE de Troyes.
qui viennent justement, si jamais vous voulez en savoir plus à ce sujet, c'est sur notre chaîne YouTube et je pense que c'est sur notre playlist Détour créatif et notre chaîne YouTube, donc sur la chaîne YouTube de la Fédération nationale des UROF, vous pouvez aller voir ce qu'en disent les partenaires agences d'intérim et SIAE. Donc il faut en tout cas en conclusion, qu'on persévère et qu'on prenne qu'on aille peut-être qu'on soit plus pratico-pratique avec un outil plus clé en main et qui serait plus facile d'accès pour les agences d'intérim qui n'ont pas le temps, mais qui voient l'intérêt d'intégrer ces types de profils. Du coup, est-ce que vous auriez des petites questions? Alors, j'ai vu surtout des gens qui partaient. Est-ce que les personnes encore présentes ont des questions, que ce soit sur le podcast, sur les actions à mettre en œuvre pour rendre acteurs les bénéficiaires, ou sur les partenariats agences d'intérim? Non? Ah, il y a des gens qui... Bon, on vous félicite surtout, et il n'y a pas de questions particulières. N'hésitez pas à ouvrir vos... Parce que, attendez, alors si vous n'avez pas de questions, je sais pas, il y a des choses qui s'écrivent, mais en plus, je voulais vous montrer, donc, que, en effet, comme là, je vous l'indiquais, là, c'est le lien pour la vidéo spécifique, mais vous avez une playlist Détour créatif, vous avez une playlist webinaire, également une playlist podcast qui ont été fait aussi par des interviews. Vous y retrouverez notamment Ghislaine et Déborah. Dans chaque région donc, où est mis en œuvre le dispositif que vous pouvez retrouver ici. Et bien sûr, vous aurez toutes ces informations dans le replay de ce webinaire. Alors, je ne sais pas si entre-temps, il y a eu des questions. Non, pas particulièrement. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à ouvrir le micro. Sinon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Susanna? Moi, je voulais vous redire bravo parce que Susanna, elle est au moins la deuxième présentation de leur projet collectif. Donc bravo. C'est aussi, ça fait partie du développement des compétences, hein, de pouvoir présenter ça. Et puis, Merci. du coup, je vous remercie tous et puis on va se quitter là. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci. Merci Merci. à vous. Merci, au revoir. Merci. Bon appétit. Merci. Bon après-midi à vous, mesdames, à La Réunion. Merci. Bonne journée. Merci. Merci, bye. Bonne journée.